Et donc, ce que j'ai essayé d'observer dans mon livre, c'est que le progrès, c'est un moment de notre civilisation qui prend ses racines dans le christianisme, on peut bien le dire, qui n'est pas simplement la laïcisation de la divine providence de Bossuet, comme on le dit trop souvent, selon moi, qui est la laïcisation de deux hérésies chrétiennes. Alors, quand vous observez, comme on vient de le dire, deux aspects du progrès qui nous touchent le plus, le progrès communiste, l'URSS, et en face le progrès anglo-saxon, la société de consommation, la publicité, qui semble avoir gagné son duel, en fait, qui est en crise profonde. Derrière, je ne vais pas avoir sans doute la possibilité de vous faire d'aller profondément dans la réflexion, parce que c'est de la théologie. Derrière le communisme, il y a l'émancipation de l'être humain, le fait que rien ne doit s'opposer à la libération de l'humanité, jusqu'à la disparition de Dieu. Et en face, vous avez le capitalisme anglo-saxon, dont les racines, selon Max Weber, c'est exactement l'inverse. L'inverse, c'est la prédestination protestante. C'est-à-dire que là, rien ne peut empêcher la toute-puissance de Dieu, et il n'y a pas, contrairement à ce qu'on, même Maurras a dit, il n'y a pas de libre arbitre dans le protestantisme en ce qui concerne le salut et la foi. C'est Dieu qui, par un décret tout-puissant et mystérieux, sauve les justes comme les injustes. Donc, le capitalisme, le protestantisme, c'est le contraire de l'émancipation d'être humain vue par le communisme, et auparavant par... Alors, en théologie, l'émancipation d'être humain jusqu'à la disparition de Dieu, c'est le néo-pélagianisme, c'est Pélage. Pélage qui était contemporain de Saint-Augustin, Saint-Augustin qui, lui, au contraire, va plutôt du côté de la prédestination, justement, en combattant Pélage. Il y a deux grands mouvements, le progrès, les deux formes de progrès que nous connaissons, c'est la laïcisation de deux grandes hérésies chrétiennes. Le protestantisme avec Luther, Calvin, et ensuite les puritains américains et la création du capitalisme anglo-saxon, et en face, l'opposé, c'est-à-dire l'humanisme de la Renaissance, les Lumières, l'hégélianisme et le marxisme. L'un va pousser la liberté de l'homme jusqu'à la disparition de Dieu, l'autre va faire l'inverse, va pousser la prédestination jusqu'à faire disparaître au départ le libre arbitre. Tout ça, ce sont les deux réponses, les deux hérésies chrétiennes, puis ensuite leur prolongement. C'est la réponse à la grande querelle de l'Occident, c'est-à-dire la querelle du libre arbitre et de la grâce. Voilà. Comment on fait pour sortir, dit déjà Saint-Augustin et Pélage, comment on fait pour... C'est le cœur vivant de l'Occident. C'est pour ça que le progrès, les deux hérésies et les deux progrès, sont terriblement accrochés à notre civilisation. Parce qu'au départ, il y a la grande querelle théologique du libre arbitre et de la grâce, et deux manières d'en sortir. Et ensuite, ces deux hérésies vont se combattre. Elles sont irréductiblement ennemies. Quand le protestantisme va produire cette révolution, en tout cas aggraver profondément cette révolution industrielle, dont Max Weber a bien montré qu'elle avait comme source principale, pas unique, la prédestination protestante. Elle va produire une souffrance terrifiante dont a parlé Marion Sigaud dans le prolétariat. Et la réponse, ça va être une réponse donc néo-pélagienne, c'est-à-dire d'émancipation de l'individu, mais radicale, jusqu'à l'émancipation, jusqu'au matérialisme, c'est-à-dire la disparition de Dieu. Autrement dit, quand on observe, comme j'essaie de le faire, notamment dans la première partie de mon livre, la civilisation, avant même, évidemment, l'invention du mot progrès, bien avant, et même de l'idée de progrès, bien avant la fin du XVIIe siècle. Quand on remonte aux origines du christianisme, en tout cas à Saint-Augustin, on voit qu'il y a un terrible duel entre deux conceptions strictement antagonistes, qu'elles se croisent, s'entrecroisent, se rassemblent parfois, par exemple au moment de la Révolution française, et ensuite disjonctent complètement dans deux niveaux opposés. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec ce qu'a été le communisme, qui voulait libérer l'être humain et qui aboutit à un totalitarisme absolu, qu'on connaît bien, et surtout à un déterminisme historique. C'est ça qui est curieux. Vous libérez l'être humain et vous dites rien ne peut empêcher cette libération. Donc c'est un déterminisme. Mais de l'autre côté, vous partez avec Luther et Calvin, encore une fois, de la prédestination, et alors là, presque immédiatement, au contraire, vous libérez notamment les forces économiques. C'est ça qui est très étonnant et que Max Weber a souligné de manière assez étonnante. C'est que il y a un paradoxe
dans le fait que le capitalisme anglo-saxon ait produit le libéralisme sauvage, c'est-à-dire la liberté excessive. C'est qu'en fait, il s'est retourné complètement, comme le marxisme s'est retourné. De manière il y a un reniement symétrique des deux hérésies. L'émancipation de l'homme se mue en déterminisme historique, donc une négation de la liberté, et la prédestination absolue se mue en libéralisme sauvage, c'est-à-dire en une liberté qui d'ailleurs est parfois... il y a la main obscure du marché quand même. Soi-disant c'est la liberté, mais cette liberté devrait produire la main obscure du marché, c'est-à-dire une espèce de divinité. Le marché est devenu une divinité toute puissante, une entité en tant que telle et qui est assez religieuse. Donc, bon, pour ça, pour vous dire, j'espère qu'on va le débattre, mon livre, la racine du raisonnement, n'est pas politique ni philosophique, elle est théologique. Hein. Tout ça, c'est beaucoup de théologie, et nous ne sortons pas, à mon sens, de cette querelle du libre arbitre et de la grâce, à condition de ne pas oublier, comme l'ont montré les deux orateurs, qu'à certains moments, on parle de progrès, mais on ne fait pas de progrès. À d'autres moments, on n'emploie pas le mot progrès, comme au XVIIIe, mais finalement, on le prépare. Dans les époques suivantes, on rebaptise, comme j'ai dit, la Révolution française en élément progressiste, alors que c'est le contraire. Et on réécrit perpétuellement l'histoire, bien entendu. Donc, et puis, les protestants, comme le rappelle souvent Frédéric, ils ne parlent pas beaucoup de progrès, mais ils font le progrès technique, industriel, dans tout ce qu'il a de terrifiant d'ailleurs. Donc, ma conclusion provisoire, c'est de vous dire que ce concept du progrès, comme vous l'avez bien compris, est à la fois, Frédéric disait tout à l'heure, l'utopie, c'est notre ennemi principal. Le progrès, c'est peut-être l'arme la plus terrible entre les mains de nos adversaires. Mais c'est une arme qui est en train de faiblir. Hein, combien de fois avons entendu la monarchie, la royauté, c'est très bien, ça a eu son temps. On ne peut pas revenir en arrière. Hein. C'est avant la République, donc c'est moins bien. La République, c'est après, donc c'est mieux. Hein. Alors, cette idée, on ne peut pas revenir en arrière, est strictement synonyme d'idéologie du progrès. Or, elle est en crise profonde aujourd'hui. Donc ça nous donne quelques raisons d'espérer. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour résumer cette histoire du christianisme, je dirais d'abord que à la fin du XVIIe siècle, ou même peut-être avant, l'histoire de l'Occident a rejoint l'histoire de l'être humain. C'est-à-dire que l'Occident a conquis la planète par le christianisme, mais ensuite par des hérésies du christianisme, y compris le marxisme. La Chine a été conquise par le communisme, qui est une hérésie chrétienne, qui est un néopélagianisme ultime. Dans cela, en face, vous avez l'Amérique du Sud, qui ont été bouleversés par le capitalisme anglo-saxon, avec des révoltes dans tous les sens. Donc, l'Occident, pour le meilleur et pour le pire, parce que, a conquis la planète et a créé ce qu'on appelle le village global. Hein.